Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Bonjour à tous, la France dans tous ses états, bien particulière en ce vendredi 3 octobre. Alors je vous explique en une seconde. Le vendredi, désormais à cette heure-ci, vous aurez André Berkoff et Céline Alonso. Et du lundi au jeudi, vous aurez Perico Légas avec Maud Koffler. Donc voilà, donc je voulais faire un peu les présentations. Et c'est ce que nous allons faire en ce vendredi. Avec à ma droite, bah oui, un certain André Berkoff. Bonjour André. Bonjour Patrick. Qui est là depuis des années au micro de Sud Radio. Et qui reste 8 ans à Sud Radio. Et un jeune, un petit nouveau, Perico Légas. Vous connaissez déjà sa voix. Bonjour Perico. Bonjour. Bonjour cher Patrick Roger, bonjour André Berkoff, bonjour Maud. Voilà, et donc vous allez dialoguer ensemble là pendant quelques minutes, de longues minutes à mon avis. Restez à l'écoute parce que ça va être intéressant, où vous allez découvrir à la fois Perico Légas et à la fois André Berkoff, que vous connaissez. Non, vous ne le connaissez pas vraiment, pas totalement. Perico Légas, non? André Berkoff ou moi-même? André Berkoff, même s'il est là tous les jours à l'antenne. Je suis certain que les auditeurs ne connaissent pas complètement, en fait, parce qu'il a une vie tellement chargée, exceptionnelle. Ils le croyaient le connaître, et avec notre échange qui va avoir lieu dans quelques minutes, ils vont savoir tout ce qu'on n'a pas osé dire sur André Berkoff jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est ça. Et André Berkoff qui connaît bien aussi Perico Légas. Absolument. Vous allez nous révéler quelques secrets? Je ne vais pas, parce que je vais atteindre un peu, voir comment Perico Légas va exercer, et ensuite nous allons non pas l'attaquer, non, on le connaît, vous savez, je vais vous dire. Perico Légas, il y a une chose à dire. D'abord, un homme qui aime la nourriture et le vin, qui sait en parler, ne peut pas être complètement mauvais. Donc déjà, là, vous rejoignez le privilège. Vous rejoignez complètement. Et je pense que vous avez beaucoup de points communs, parce que vous êtes tous les deux des républicains, c'est chevillé au corps, avec un esprit souverainiste, bien sûr, et une volonté aujourd'hui d'ouvrir les yeux, en tout cas de permettre aux auditeurs d'ouvrir les yeux sur la France, sur ce qu'elle est et ce qu'il faudrait qu'elle devienne, quoi. Il y aura dans l'histoire de France avant et après cette rencontre. Ah bon? Bon très bien. Bon en tout cas, c'est à vous. Je vais vous laisser dialoguer sur Sud Radio, bien sûr, pour cette émission qui est une première et qui est une forme de transition dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, n'est-ce pas, André? Oui, j'avais peur que vous alliez vers, je vous connais Patrick, hein, vers des chemins. Non. Il n'y a pas de chemin détourné, et vous allez pouvoir effectivement dialoguer. Et donc je le rappelle, à partir de la semaine prochaine, du lundi au jeudi, de midi à 14h, ce sera Perico Légas avec Maud Koffler et vous, bien sûr, dans la France tous ses états. Et le vendredi, ce sera André Berkoff et Céline Alonso. Il y a eu Alexandre Jardin. Il a fait un petit tour, Alexandre, et il est reparti au jardin. Mais il sera avec nous, d'ailleurs, à un moment donné, pour pouvoir en parler. Allez, la France dans tous ses états, c'est parti. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. André Berkoff, vous imaginez bien sûr mon enthousiasme et ma ferveur, mon émoi, pour ne pas dire mon trac, lorsque Patrick Roger m'appelle pour me dire il s'agirait de prendre le relais d'André Berkoff, qui va voler maintenant vers d'autres cieux, qui va prendre de la hauteur, maintenant avec la sagesse qu'il a accumulée au bout de tant de siècles d'expérience, parce que ce sont des siècles intellectuels. Et je me dis, moi qui ai 66 ans, j'ai bourlingué aussi dans des radios où j'ai été remercié pour avoir été un peu trop clivant, un peu trop trubliant. Je me suis dit, bon, là-dessus, peut-être à la suite d'André, je pourrais maintenir le niveau, voilà, de clivage et de trouble. Et je me suis dit, quand même, le défi est gigantesque. Et je pense à cette phrase du général de Gaulle, conférence de presse 1858. On lui dit, est-ce que vous êtes sûr de garantir les libertés fondamentales? Et il dit, les libertés fondamentales, pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Et je me dis en moi-même, pourquoi voulez-vous qu'à 66 ans, je prenne le relais d'André Berkoff? Eh bien, voilà, la chose est faite, je suis là, je suis en vase de fou, très fier, bien entendu, et j'espère dans cette continuité sur Sud Radio, qui est une radio libre, et je voudrais lancer le thème Sud Radio, ici Sud Radio, la radio de toute la France qui parle à toute la France et de tous ceux qui aiment la France, quelle que soit leur origine, ce qu'ils pensent et ce qu'ils croient. Et je crois que nous restons dans ce fil conducteur de la libre pensée, de la libre parole. Alors ça va déplaire, ça va plaire, et j'ai bien entendu, vous imaginez André, décrypté, décortiqué depuis un mois toutes les émissions que vous animez avec Maud Koffler,
la France dans tous ses états qui est devenue Berkoff dans tous ses états. Je ne prétends pas et je ne ferai pas la même chose que vous. Mais je vais rester dans ce ton et dans ce souci de raconter peut-être ce dont nous avons l'impression que ça ne se dit pas ailleurs. Voilà. Eh bien, bienvenue Perico Légas, et je suis sûr que vous serez dans cette voie et dans ce monde-là, je vous connais assez pour le savoir. André Berkoff, je voudrais parler un petit peu de vous. Que dire? Vous êtes un témoin exceptionnel, comme d'autres personnalités historiques, politiques, intellectuelles, de ce qui s'est passé en France depuis, on peut dire, est-ce que je peux me permettre de dire 60 ans, si ce n'est plus? Vous pouvez. Voilà, un observateur très original, j'allais dire un marginal au bon sens du terme. Vous avez toujours été en deçà ou au-delà des cliveurs habituels, des marques habituelles, des carcans habituels. Ça vous vaut d'ailleurs quelquefois des coups de bambou, des grimaces. Vous avez évolué, si l'on peut considérer qu'il y a une évolution dans les discours politiques, dans votre lecture de la vie politique française, de l'évolution de ce pays qui est en souffrance, et j'admire la façon dont vous récupérez cette phrase « Nous sommes en guerre » du président de la République. Je pense que c'est peut-être la phrase la plus vraie qui n'ait jamais prononcée. C'est peut-être la seule. Et il l'a mené au sommet, parce qu'effectivement, lui est en guerre avec tout le monde, et nous sommes effectivement dans une situation de conflit. Donc avec cette petite phrase, vous êtes arrivé à faire plusieurs centaines d'ouvertures à l'émission, et ça m'impressionne toujours. Je voudrais parler de vous un peu plus précisément, André Berkoff. Je vais faire votre portée, non pas au vitriol, parce que le vitriol c'est pas suffisant pour vous, pour que ça soit corrosif. Je vais le faire vodka et moscatel. Non pas au vitriol, vodka et moscatel, parce que vous êtes le fils d'Édouard Berkoff et de Edna Ferrara, un Russe et une Espagnole, qui se sont aimés et vous ont donné naissance à Beyrouth le 12 décembre 1940. Naître à Beyrouth le 12 décembre 1940 d'Édouard Berkoff et d'Edna Ferrara, c'est en soi une leçon d'histoire. Qu'est-ce que le Liban en 1940, le 12 décembre? Nous sommes à la fin, j'allais dire, de l'année 40, où la France a connu la défaite, le régime de Vichy s'est installé. Nous sommes au Levant, qui est une possession française. On ne va pas raconter l'histoire de pourquoi le Liban et la Syrie sont une possession française, une forme de protectorat, alors que la Palestine est sous domination anglaise. Sous mandat français. Sous mandat français, avec le général Catroux qui va être responsable. Et cette partie du monde va devenir très vite le terrain de traumatisme et j'allais dire de séisme historique et politique, dont la continuité est encore une réalité. Donc vous naissez à cet endroit-là, dans l'ancienne Phénicie. Dans l'ancienne Phénicie qui va donner un jour la naissance à la grande cité de Carthage. Et Carthage devient tellement puissante que les Romains disent à un moment donné, il faut la détruire. Et il y a un sénateur romain, Caton l'Ancien, et qui dit, le doigt levé, delenda Carthago. Il faut détruire Carthage. Carthage, qui était donc né de la Phénicie, dont Beyrouth, entre Byblos, Sidon et Tyr, était un des hauts lieux. La capitale, on peut dire. Et un jour, il y a quelqu'un qui prend le pseudonyme de Caton pour réécrire un petit peu l'histoire de la gauche. Alors là, c'est formidable. On ne va pas rentrer dans la définition de ce qu'est le situationnisme. C'est une lecture de la gauche. Et peut-être qu'on vous reprochera, André Berkoff, d'avoir essayé de marier, j'allais dire, la gauche avec les valeurs du libéralisme, du libre-échange. Mitterrand a réconcilié la gauche et l'argent, ça n'a pas forcément donné de bons résultats, mais vous êtes à ce moment-là au cœur de l'histoire de la gauche en 80, vous êtes proche de François Mitterrand, vous êtes proche de l'Élysée, vous êtes proche de toute cette mouvance, la gauche arrive au pouvoir, c'est quand même un séisme politique formidable, c'est un renouveau, et en tant que Caton, vous faites une proposition, une définition de ce que peut être la gauche moderne dans le monde actuel, mais comme vous voulez garder votre secret, ce pseudonyme, vous ne voulez pas révéler votre visage, évidemment France Inter est toujours là, il y a une émission sur France Inter, et qui va vous représenter pour raconter ce qu'est Caton et ce que veut dire Caton? Un certain député de la Corrèze qui s'appelle François Hollande. L'anecdote est pétillante, vous êtes d'accord? Vous vous en souvenez comme si c'était hier, j'en suis sûr. C'est clair, ouais. Enfin, je vous raconterai d'ailleurs par rapport juste un mot là-dessus. Je connaissais effectivement, parce que je connaissais bien Jacques Attali, c'est par Jacques Attali que j'ai connu François Hollande, et j'avais besoin, en écrivant Caton, de chiffres. Il m'a dit, tiens, j'ai un jeune mec, il est très bon pour les chiffres, et quand il s'est agi de parler à la radio, parce que tout le monde se demandait qui était Caton, j'étais beaucoup plus connu que lui à l'époque, je parle de François Hollande, et il m'a dit, pourquoi tu passerais pas à la radio? Et c'est là où il est passé sur Europe 1 et sur France Inter, pour proclamer nous autres gens de droite.
C'était bien vu. Quel était le projet de Caton? Quel message vous aviez voulu apporter? Alors, je vais vous dire, d'abord, merci Perico pour ce que vous avez dit, parce que effectivement, Beyrouth, le Liban, on en parlera peut-être, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Et je pouvais pas le dire à ce moment-là. On a fait un détournement de commande. En 2 mots, si vous voulez, on m'a dit oui, ce serait bien, tiens, parce que j'avais fait, je dois raconter ça rapidement, j'avais fait un livre qui s'appelait Les 180 jours de Mitterrand en 1977. C'était le moment où tout le monde pensait que la gauche allait gagner les élections législatives de 118. 78. C'est ça. Et on s'est dit, alors, et ce serait évidemment, Giscard ayant accepté la cohabitation, ce serait un gouvernement Mitterrand Premier ministre. Et je vous raconte ça parce que c'est très intéressant de voir comment ça se passe, y compris dans l'édition. Je fais le bouquin, je l'écris et on le publie en août 77. On vend 200 000 exemplaires en 2 mois parce que tout le monde, soit ceux qui avaient peur que la gauche arrive au pouvoir, soit ceux qui espéraient. Et je dois dire que on a fait le gouvernement Mitterrand avec Badinter, Mauroy, et j'ai fait effectivement la fortune de Jacques Lang puisque je l'ai placé à l'époque au ministère de la Culture, alors que tout le monde disait Jacques Lang ça sert à rien, enfin etc. Donc le bouquin fait un malheur, mais quand le programme commun se casse puisque ils se sont séparés, Marché et Mitterrand. Je me rappelle très bien que le bouquin se vendait à 10 000 exemplaires par jour. La perspective de la gauche au pouvoir s'effiloche, la vente de bouquins tombe. Et c'est après ça, 6 mois après, que Attali m'appelle, me dit, ah, tu sais, Mitterrand, il rappelle son bouquin, il adore. Pourquoi tu ne ferais pas, me dit Attali, en 82, donc 83, un bouquin sur les municipales, les paroles municipales. J'ai dit, écoute, Héraclite disait, on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. Je ne vais pas refaire un bouquin de politique fiction. Mais en revanche, laisse-moi réfléchir. Et je me suis dit, et c'est là, et vous avez tout à fait raison, Perico, de le citer, c'est là le situationnisme qui m'a beaucoup forgé, je dois aller dans les années 60. En 2 mots, il faut expliquer, le situationnisme est une lecture un petit peu d'une gauche extrême, repensée par un Italien qui s'appelle Sanguinetti, je crois. Voilà, alors c'était Guy Debord et Raoul Valéguem surtout, et Valéguem était, et je dois dire que les situationnistes, il faut le dire, parce que faut rendre hommage pour ceux qui ne connaissent pas. Ce sont les seuls dans la galaxie de gauche des années 60 qui ont dit des choses intéressantes. Vraiment. Sur le maoïsme, alors que tout le monde était, vous savez, maoïste, trotskiste, tout ça, et disait ça suffit, ces appareils, ces bureaucrates, ce sont tous des dictateurs. Enfin, passons. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, voilà, il faut que un aristocrate, un hiérarque de droite, giscardien, raconte la gauche vient de passer, donc c'était 2 mois après, et j'ai dit, vraiment, c'est là où le bouquin a marché. D'abord, je ne pouvais pas parler en tant qu'André Berkoff, étant un journaliste plus ou moins classé à gauche. Ça n'avait aucun sens, et puis ça n'avait... Donc, je faisais croire que c'était un grand hiérarque giscardien, on la barre, etc., Raymond Oubariste, qui disait, voilà ce que la gauche... Et j'ai dit... Pour vaincre la gauche, il faudra se débarrasser de la droite. De la reconquête. Voilà. Pour vaincre la gauche, il faudra se débarrasser de la droite. Et vous avez marqué de la reconquête, et j'ai écrit un autre bouquin, sous le même pseudonyme, Perico, qui s'appelle De la Renaissance. Comme par hasard, sont les noms de 2 partis politiques aujourd'hui. Incroyable. Reconquête et Renaissance. Quelle prémonition. De la reconquête et de la Renaissance. Donc, si vous voulez, j'ai raconté, et vraiment, j'ai raconté quoi? J'ai raconté la véritable trahison, entre guillemets, de la gauche. C'est-à-dire que Mitterrand, qui est de gauche comme moi, je suis Léon XIII, il s'est dit, bon, il savait très bien que pour prendre le pouvoir, il fallait que ça soit à gauche. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Eh bien, il a fait une politique de bon capitaliste, en disant jamais, ça va être la rupture avec le capitalisme pendant 10 ans. Hein, il a dit que ça. Et puis on a vu le résultat. Et en fait, c'est très intéressant, c'est que c'est là où la gauche, enfin la gauche que moi j'aime, je ne l'ai plus vue. En fait, la gauche s'est dissoute dans quelque chose, mais on en reparlera si vous voulez. Et donc, j'ai regardé ça, et pourquoi ça a très fortement marché, Caton? Parce qu'il disait, c'est drôle, il est dans les allées du pouvoir, il est en train de dire, laissons faire la gauche, elle va gérer le capitalisme encore mieux que nous. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, vous qui témoignez de cette période, il y avait une euphorie à l'époque, en 81. Total. Vous êtes, j'allais dire, très jeune à l'époque. Vous incarnez, j'allais dire, un espoir intellectuel sur le fait qu'il va y avoir du changement, une redistribution des cartes. Quand on vous écoute aujourd'hui, on sent en vous une amertume terrible, pas une tristesse, mais on sent que l'espoir qui avait été suscité à l'époque n'a pas abouti à ce qui faisait rêver. Oui, non, honnêtement, ni amertume, ni tristesse. Franchement, parce que, encore une fois, moi
à tort ou à raison. J'ai jamais appartenu à un parti, à une mouvance politique. J'ai jamais choisi la ligne, suivi la ligne juste du parti. C'est clair. Jamais. Mais c'est vrai que c'était passionnant de voir ce théâtre non pas d'ombre ou de lumière, appelons-le comme on veut. Et simplement, c'est vrai, où j'ai quelque chose qui m'a... J'ai pas indigné, mais c'est vrai que la gauche qui était la mienne, enfin la gauche de Jaurès, la gauche de, vous savez, des anarchistes de gauche, la bien gauche sûr, qui est la gauche du vraiment, celle-là, et je la retrouvais plus du tout. Elle était vraiment, si vous voulez, la lutte des places avait remplacé la lutte des classes, bien sûr. complètement. Donc à partir de là, c'est vrai que j'ai regardé ça et sans passer du tout de l'autre côté ou d'un autre côté. J'ai pensé que c'était ça, et d'ailleurs, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans les écrits, j'ai écrit un certain nombre de bouquins, c'est, vous savez, qu'est-ce que c'est que le bon sens? Le bon sens, il est ni de droite ni de gauche. On regarde, voilà, il y a les faits, et il faut arrêter le narratif, penser contre soi-même. J'essaye, je dis pas, de penser contre moi-même et regarder un peu les faits, les narratifs, et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc, non, vraiment pas l'amertume, mais plus, vous savez, c'est le côté, le gai savoir. La vie est très belle. La vie est superbe, profitons-en de toutes les manières possibles, mais essayons de ne pas se renier et de ne pas renier les constances. Voilà. On est pour la vie contre la mort, même si on sait qu'on va finir un jour. Il n'empêche, vous laissez comprendre à l'époque, entrevoir qu'à un moment donné, la gauche va se couper du peuple, de son peuple. Tout à fait. Et le fait est qu'elle le paye cher aujourd'hui et qu'elle essaie de se retrouver un nouveau peuple. On pourra en discuter sur d'autres paramètres sociologiques. Mais vous pressentez que les valeurs fondamentales qui ont fait la gauche française, vous dites celle de Jaurès, qui a pu être celle de Blum, même celle de Mendès France, aujourd'hui on essaie un petit peu de les récupérer, puisque c'est un classique de récupérer les enseignements du passé, et vous repensez la politique française sur des bases totalement nouvelles qu'on va comprendre quand vous avez travaillé, vous avez œuvré dans tous les médias qui comptent en France, que ce soit imprimé, que ce soit de la radio, que ce soit de la télévision, toujours avec le même ton, un côté quelque part insupportable pour certains, puisque vous rentrez dans un moule. Aujourd'hui, on cherche absolument à vous cataloguer dans la fachosphère, mais ça arrive à tellement de gens qui sont juste des libres penseurs, et souvent des anciens personnes de gauche. Ils sont durs quand même avec vous aujourd'hui. Écoutez, je vais vous dire, et je vais vous répéter la phrase de quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Courteline, qui disait « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet ». Moi, je dis « Passer pour un facho aux yeux d'un bobo gaucho est une volupté de pas tellement gourmet, parce que c'est tellement bon. Non, honnêtement, à un moment donné, ça me touchait. Maintenant, je m'en fous complètement. Pourquoi? Parce que au fond, vous savez, la réalité frappe à la porte et à un moment donné, elle apparaît. Donc, on peut faire tous les trucs qu'on veut, qu'on traite. Vous savez, on est un certain nombre à avoir traité de tous les noms. C'est pas très grave. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit très très bien que cette gauche est en lambeaux, que cette droite d'ailleurs n'est pas mieux. Elle est sidérée, elle est complètement perdue. Regardez ces magouilles hallucinante. Vous savez, quand j'ai vu, moi ça m'a vraiment frappé, quand j'ai vu au second tour des législatives, des dernières législatives, M. Attal appelé à voter pour la France insoumise, je me suis dit que c'est intéressant, parce que bon appétit aux ministres intègres, ça reste totalement ça. Et ça nous a valu l'ingouvernabilité de la République, avec une Assemblée nationale qui est absolument irréconciliable et qui, à mon avis, ingouvernable. Et je ne pense pas que de cette montagne sorte ne serait-ce qu'une souris. C'est quoi le réel pour vous? Parce qu'on dit toujours ils ont été rattrapés par le réel. Le réel, c'est quoi aujourd'hui? Le réel aujourd'hui, c'est plusieurs choses. Si on ne veut pas voir ce qui se passe économiquement avec une Europe qui s'est enfoncée, je parle de l'Europe occidentale, dans une mouise totale, par elle-même, qui s'est tiré une balle dans le ventre ou dans les pieds ou ailleurs, si on ne voit pas que le communautarisme et un certain extrémisme, qui soit religieux ou qui soit ethnique, ne pose pas des problèmes majeurs, si on ne voit pas qu'on se laisse aller au nom du politiquement correct et de l'éthiquement correct, pour ne pas parler du woke, à des excès complètement imbéciles, aberrants, c'est-à-dire, pour être un truc très simple, quand on arrive au point, Perico Légas, et que je dis, écoutez, c'est très simple, Perico Légas. Moi, je suis un seul pleureur, et si vous ne me considérez pas comme un seul pleureur, vous êtes raciste, vous êtes un bigot, et vous êtes homophobe, et vous êtes... Voilà. Je veux dire, quand on arrive à ce stade où on supprime la réalité, on supprime toute réalité, tout fait, même scientifique, au nom de son narratif complètement délirant, il y a un problème. Le réel, c'est le réel. Moi, je vous vois comme un seul rieur. Je suis désolé, on garde les images que l'on veut. André Berkoff, on a contacté un de vos anciens camarades, qui vous apprécie beaucoup, vous avez vécu de grandes heures avec lui. Il s'agit du citoyen Jacques Lang, qui est avec nous à l'antenne. Monsieur le ministre, vous m'entendez?
Je vous entends et je viens d'entendre à l'instant la philippique d'André. Justement, merci Monsieur le Ministre, merci Jacques Lang d'avoir pris votre précieux temps pour participer à ce passage de relais entre André Berkoff et moi-même. Il prétend qu'il a été de gauche. Est-ce que c'est un souvenir qui évoque quelque chose pour vous? Racontez-nous ça. Disons oui, il était, en tout cas, il n'exprimait pas une pensée comme celle qu'il vient à l'instant de proclamer. Bien sûr. Oui, il était de gauche. Comme vous le savez, la gauche est aux 1000 couleurs, donc il était une des couleurs de la gauche. Monsieur le ministre, est-ce que à l'époque, vous étiez dans l'euphorie 1981? J'avais juste 20 ans et je me souviens avoir célébré ces cérémonies et je vous vois encore à l'image et ensuite les débuts de la gauche. Vu ce qu'elle est devenue aujourd'hui, est-ce que, avec vos mots à vous, avec vos émotions à vous, vous êtes, comme André Berkoff, une certaine perplexité? Je vais être très prudent dans mes mots pour ne pas parler de déception. On a pris un peu de recul. Est-ce que ça a évolué exactement tel qu'André Berkoff, François Mitterrand et vous-même l'aviez envisagé en 1981? Évidemment pas. C'est une autre époque, une autre société, une autre atmosphère, c'est évident. Mais comme je suis un optimiste inoxydable ou indécrottable, comme vous voudrez, je ne désespère pas qu'un jour, ce jour n'est pas venu, une gauche nouvelle puisse surgir, une gauche humaine, une gauche imaginative, surtout créatrice. Bon, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous estimez, comme André Berkoff, qu'un des défauts de la gauche social-démocrate est d'avoir trop voulu s'aligner sur le libéralisme ou le néolibéralisme pour prouver justement que vous n'étiez pas des bolcheviks avec le couteau entre les dents et qu'à force de faire des consensus et des compromis, on finit par perdre son âme? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a pu se passer à un moment donné? Oui, c'est peut-être une des raisons, mais ce n'est pas la seule. Je crois qu'à un moment... je n'arrive pas bien à la situer, la gauche a cessé de penser, de réfléchir, de s'interroger. Je ne veux pas idéaliser l'époque de François Mitterrand, mais le Parti socialiste, à ce moment-là, était une véritable ruche à idées. On discutait, on confrontait les points de vue, on imaginait, et surtout, on cultivait des projets concrets. Aujourd'hui, je ne veux pas être trop sévère à l'égard de ceux qui ont cette responsabilité. On ne peut pas dire que leur rêve soit porté au pinacle. Mais vous savez, vous avez André Berkoff avec vous. André Berkoff, pour moi, ce n'est pas d'abord une personnalité engagée en politique. C'est un homme d'une intelligence extrême et surtout, et par ailleurs, je pense que la radio l'a fait ressentir, c'est un homme d'une drôlerie exceptionnelle. Avec André, j'ai passé des moments, des soirées au Liban, dans ce merveilleux pays d'origine, où nous allons dans quelques jours, Lima, présenter l'exposition Les divas du monde arabe au musée Sursock. Au Liban, je l'ai d'abord connu, nous étions petits à ce moment-là, et ensuite à Paris. André est d'une intelligence éclatante, éblouissante, parfois il en abuse, mais surtout, il est tellement drôle, mais tellement drôle. Et alors, je lui dois une grande reconnaissance. J'ai le droit de parler à l'instant? Bien sûr, monsieur le ministre, vous étiez chez vous. Que lorsque la gauche, en 1977, a éclaté déjà, c'est-à-dire que le programme dit commun entre les communistes et socialistes... le virage à droite du Parti socialiste, vous vous souvenez de Georges Marchais? Non, c'est pas un virage, c'est pas un virage. Mais c'était lui, c'est ce que disait Georges Marchais, le virage à droite du Parti socialiste. C'est ça, c'est Georges Marchais. C'est ça. Donc, bref, le programme commun a éclaté, et malgré tout, on donnait la gauche gagnante aux élections législatives. Et André a commis un bouquin qui s'appelait, je crois, Les premiers mois... Les 180 jours de Mitterrand. Les 180 jours de Mitterrand. Alors, il m'a rendu un immense service
parce qu'il est amical, parce que il le pensait peut-être, mais il est amical. Et alors il avait constitué dans ce livre une liste des membres du futur gouvernement de gauche. Et il avait eu l'idée de me coller déjà à ce moment-là ministre de la Culture dans son gouvernement purement théorique. La grande idée, et nous nous réjouissons de cette décision qui nous vaut la fête de la musique encore aujourd'hui, tous les ans. Jacques Lang, André Berkoff, une petite pause et on continue cet échange passionnant dans quelques instants. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes sur Sud Radio avec André Berkoff, passage de relais avec moi-même et nous avons à l'antenne Jacques Lang, ministre éternel de la Culture, qui évoque des souvenirs de guerre avec André Berkoff, à qui je pose la question. André Berkoff, avant que vous deveniez une diva du monde arabe sous la bénédiction de Jacques Lang, êtes-vous prêt avec lui à repenser, vous qui êtes deux jeunes espoirs, à repenser une nouvelle gauche? Est-ce que vous pourrez vous rencontrer, ne serait-ce que pour redonner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus? Écoutez, je crois que ceux qui ont de l'espoir n'ont pas besoin de nous pour repenser. Je pense que chacun fait à sa manière, je dirais, les orientations qu'il a à dire. Moi, je crois, je vais vous dire, très franchement, et c'est pas nouveau, hein, ça fait des années que je ne pense plus en matière de gauche et de droite, parce que je pense que le clivage aujourd'hui à l'heure mondiale, il est entre patriotes et mondialiste. Et je pense que vraiment il y a repensé ça, et je regrette que la gauche, dès qu'on entend le mot patriote, enfin la gauche, je parle de la gauche officielle, soyons clairs, hein, pas du tout, parce que la gauche, pour moi, si vous voulez, en deux mots, je vais vous dire, moi je me sens profondément de gauche et je ne comprends pas qu'on ait abandonné le peuple comme on l'a abandonné. Voilà. Ça, c'est extrêmement important de savoir pourquoi le peuple aujourd'hui, qui votait communiste et socialiste à 50-55%, aujourd'hui c'est 1,5-2%. Si on ne va pas et on ne creuse pas ça, on n'a rien compris à ce qui se passe. Je ne parle pas que de la France. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très important, je dirais sans renvoyer les compliments à Jacques Lang. Jacques Lang, ça a été pour moi, je veux dire, au-delà du ministère, tout ça, mais il est resté un agitateur formidable. C'est un agitateur. C'est un agitateur au bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui prend une situation. Moi, je l'ai connu au théâtre, au Festival du théâtre de Nancy. Vous voyez, il était à Nancy à ce moment-là. Et je me rappelle très bien que les pièces de théâtre que j'avais vues à Nancy, c'était vraiment des bouleversements. Après, il est allé à Chaillot, etc., etc., etc. Et puis, il a suivi Mitterrand et avec la carrière que l'on sait. Mais c'est très important d'avoir, quel que soit ce qui peut nous faire diverger. Pour moi, ce qui est extrêmement important, d'avoir des hommes et des femmes qui font des choses. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de vaticiner sur les concepts magnifiques de la planète Mars, qui font des choses et qui agissent. Quels qu'ils soient, et je ne dis pas dans n'importe quel sens, mais c'est tellement facile de faire des mots. Vous savez, Perruquot, on est l'émissaire de la parole. C'est bien le mystère de la parole. Bien sûr. Mais il faut aller plus loin. Il faut quand même provoquer. Et je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est que ce n'est pas en termes de gauche ou de... Qu'est-ce qui fait que les peuples sont plus ou moins heureux? Qu'est-ce qui fait que vous fasse avancer la population? Et pas penser à la prochaine élection. Pas penser à son portefeuille électoral ou argenté. Pas penser uniquement à son petit quant à soi familial ou etc. Penser plus fort, pensez ailleurs. Alors au départ, évidemment, vous êtes vilipendé, vous êtes traité de tous les noms. Et après, moi, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je vois très bien quand je dis que personnellement, j'aime beaucoup Trump. Je me fais évidemment comment tu peux aimer un type comme ça? J'ai dit oui, d'accord. Mais je veux dire, il faut comparer. Vous savez, on n'est pas seul. C'est pas les planètes Mars. Si je compare Trump à Biden et à l'administration Biden, pour moi, c'est la désolation et la honte. Je préfère 10 fois des gens comme ça qui font vraiment. On le voit encore en ce moment. Plutôt que des gens qui se bavassent. Moi, écoutez, quand je vois un président de la République comme on a, qui vaticine et qui parle d'envoyer des troupes en Ukraine et qui parle de faire l'État palestinien sans savoir qui en comment, et quand je vois qu'en même temps du Qatar à l'Arabie Saoudite en passant par l'Indonésie et ailleurs, tous vont vers le plan Trump, je me pose des questions. C'est ça que j'appelle le réel. Bien sûr, bien sûr. Il y a la formidable salivation. Oui, alors salivation, on peut faire ça. Et après, il y a ce qui se passe. C'est pas du tout la même chose. Jacques Lang, on va pas faire parler des morts, mais si le général de Gaulle et François Mitterrand avaient eu à gérer la situation actuelle, le conflit russo-ukrainien et les relations avec les États-Unis, est-ce que vous pensez qu'ils s'y seraient pris de façon radicalement différente?
Ou est-ce que la marge de manœuvre est si restreinte que finalement, il n'y a pas d'autre solution que de s'incliner devant les États-Unis? Pourtant, le général de Gaulle et Mitterrand avaient toujours été soucieux de l'indépendance de la France, notamment sur le plan militaire et énergétique. Oui. Alors, je ne veux pas entrer en débat avec le cher André, parce que ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le lieu. Il faudrait une émission complète pour vous réconcilier. Il faudrait une saison. En 10 minutes, il a réussi à reconstruire le monde. Mais vous imaginez bien que je ne partage pas une partie de ses idées, c'est le moins qu'on puisse dire. Clair. Ces idées actuelles, vous avez raison tout à l'heure, je l'ai connu progressiste, je l'ai connu beaucoup plus orienté en effet à gauche, mais chacun a le droit d'évoluer, de se transformer, mais ce que j'espère surtout, puisqu'on parle de lui, l'émission lui est dédiée, bien sûr. J'espère que André conservera son humour, sa drôlerie, sa vivacité, sa capacité d'improvisation. C'est un improvisateur extraordinaire, digne de la comédie dell'arte. Et pour moi, c'est un grand compliment. Reconnaissez, monsieur le ministre, que l'actualité et la situation politique française facilitent énormément cette tâche pour pouvoir rire de la situation. Il faut dire que le spectacle ne manque pas de personnages. Je pense que le président de la République, François Mitterrand, aurait ri aussi de cette situation, puisque André Berkoff me disait c'est un homme qui aimait rire. Plus qu'on ne pense, dans le privé. Beaucoup. Il aimait les farces, mais parfois, mais il prenait quand même au sérieux les choses, notamment de la paix, de la guerre, des relations internationales. Vous avez un dernier... Je ne vais pas parler à sa place, ni à la place du général de Gaulle, je ne suis pas en mesure de le faire. Disons que c'est vrai que leur autorité personnelle en imposait beaucoup et permettait de résoudre des questions très difficiles. Bon, je vois que vos souvenirs d'enfance mutuelle vous ont gardé du souffle et de la ferveur par rapport à l'avenir. Est-ce qu'il faut croire encore en la France? Est-ce qu'elle pourra retrouver ce que vous avez connu, son brio, son prestige, son génie? Mais oui, écoutez, non mais quand on parle de la France, ce n'est pas seulement la politique française. La France, c'est les Français, c'est la réalité partout à travers le pays. Il y a des trésors d'imagination, des trésors d'invention. Quand vous allez de ville en ville, des universités brillantes, des laboratoires de recherche scientifique, des jeunes qui créent des entreprises nouvelles. Non, c'est un pays qui, malgré une situation politique extravagante, il faut dire, surréaliste. Très original. Très original, disons-le. Le peuple, les gens ont gardé une capacité, ils sont un peu parfois déboussolés, démoralisés aussi, mais quand même, dans la jeunesse, il y a des gens qui créent, qui inventent, qui vont de l'avant, et on devrait davantage les mettre en lumière, plus qu'on ne fait parler du schnock ou du machin de tel ou tel parti politique. André Berkoff, vous partagez cet optimisme? Moi, je voudrais dire quelque chose à Jacques Lang. Jacques, en tout cas, on pourrait se poser la question, que reste-t-il de notre humour? Eh bien, il reste. C'est ça le plus important. Il a raison de parler de cela, parce que au-delà de nos divergences ou nos différences, etc., pour moi, encore et je reviens, vous savez, c'était Samuel Beckett. Je crois que tu l'avais décoré, Jacques, quand tu étais ministre de la Culture. Je ne sais pas. En tout cas, Samuel Beckett a écrit un livre qui résume absolument ce que je pense de Jacques de ce point de vue dans sa partie la plus créatrice. Il disait « Imagination morte, imaginée ». Et ça, c'est vraiment ça. C'est Samuel Beckett, vous savez, c'est le même qui disait un jour, Libération fait un grand numéro spécial. Pourquoi écrire? Pourquoi écrivez-vous? Il reste 150 écrivains, c'est les écrivains se répandent et tout ça. Et Samuel Beckett a répondu en 3 mots. Quels étaient ces 3 mots? Alors, pourquoi écrivez-vous? Il disait « bon qu'à ça ». Eh bien, écoutez, c'est un message. Je vais citer Georges Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw qui disait, quand on est enfermé dans les 4 murs d'une prison, l'humour reste encore le meilleur moyen pour s'évader. Voilà. Tout à fait. Jacques Lang, merci d'avoir témoigné. Merci à vous et je salue à André. Et si André, par hasard, était libre le 17 octobre prochain, on aimerait l'accueillir dans son pays d'origine. Voilà. Eh bien, avec plaisir. J'y serai le 17 octobre, Jacques. J'y serai. Ah, formidable. Alors, on fera une grande fête autour de toi. L'espoir reste en Orient et nous irons tous vers le Levant. Merci Jacques Lang, merci André Berkoff, on vous retrouve tous les vendredis et là nous attendons un petit coup de fil d'Alexandre Jardin.